Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Bargny va tenir son quai de pêche dans 6 mois. Les travaux ont été lancés hier par le ministre de la Pêche. Cet ouvrage qui va coûter 300 millions de francs CFA va booster toute l'économie de la zone. Nous irons à la découverte de Fatima, ce village portugais devenu un lieu de pèlerinage depuis les apparitions de la Vierge Marie à 3 jeunes bergers. L'histoire et les symboles de Fatima revisités dans la rubrique du jour avec Anaïs Nyanya Mané. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Le président de la République a reçu en audience dimanche le patron de Sagam International. Abderrahmane Ndiaye a rendu compte au chef de l'État des activités de sa société qui fête ses 30 ans au mois de septembre prochain. Le rôle des privés dans la mise en place de la nouvelle société de transport aérien a aussi été abordé par l'ancien PCA de Senegal Airlines. Voici Abderrahmane Ndiaye à sa sortie d'audience. Vous savez, Sagam emploie aujourd'hui officiellement 3600 personnes et le président de la République nous a fait l'honneur de venir célébrer avec nous les 30 ans de Sagam International qui aura lieu le 29 septembre. Et nous avons au cours de ces 30 dernières années, comme je vous le disais tout à l'heure, créé 3600 emplois. Et l'année dernière, on a fait une masse salariale de 7,5 milliards. Et Sagam, qui a commencé comme une toute petite société, aujourd'hui devenu un groupe qui rayonne à travers l'Afrique. Et donc, qui envoie un message assez fort à tous les jeunes qu'on peut partir de rien et puis construire des richesses pour nos pays. Le président de la République a remercié tous les privés qui ont contribué à la mise en place de la défunte Senegal Airlines et les a remerciés pour leur patriotisme et les efforts qu'ils ont faits. Malheureusement, comme vous le savez, donc ça n'a pas eu le succès que nous avons escompté. Il y a une nouvelle compagnie qui a été mise en place par l'État du Sénégal et que le moment venu, on verra quelle sera la partition des privés. Je le disais en titre, Bargny va bientôt étrenner son nouveau quai de pêche. La cérémonie de pose de première pierre s'est déroulée hier en présence du ministre de la Pêche. L'ouvrage va coûter plus de 300 millions de francs CFA et la fin des travaux est prévue dans 6 mois. Les précisions de Aïssatou François Sec. Les quais de pêche de Yoff, Soumbédioune, Fass Boye et Gokhoumbach sont en construction. Pour l'année 2016, nos efforts porteront sur la réalisation des quais de Ngaparou, Pointe-Sarène, Potou et Bargny. Moderniser les infrastructures de pêche, une promesse du président de la République le 31 décembre 2015. Aujourd'hui, elle est en passe de se réaliser à Bargny avec la pose de la première pierre du quai de pêche, une aubaine pour les populations. Par ce geste, vous concrétisez un rêve. Par ce geste, vous inscrivez Bargny sur les rampes de l'émergence. Je dois aussi dire que 3 présidents de la République sont passés ici à Bargny. Une dizaine de ministres sont passés ici à Bargny nous promettre la construction d'un quai de pêche. Mais l'histoire retiendra que c'est son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall et Monsieur le ministre Oumar Gueye qui sont en ce moment sur le point de réaliser ce vœu. Et en tant que maire, je le vis comme un privilège. Aujourd'hui, Monsieur le ministre, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre à Bargny. La construction du quai de pêche va durer 6 mois pour un coût global de plus de 300 millions de francs CFA. L'ouvrage comprend un bloc administratif polyvalent, des abris moteurs, un débarcadère, un laboratoire de contrôle sensoriel, un parking pour les camions frigorifiques, un forage pour les eaux de nettoyage et tout ceci alimenté par système solaire. La pêche occupe le premier poste des exportations avec une production annuelle de 450 000 tonnes.
Aussi, les qualités des produits, la sécurité alimentaire et les bonnes conditions de travail sont-elles nécessaires pour accéder aux marchés communautaires et internationaux? L'importance économique et sociale du secteur ainsi que son potentiel de croissance justifie l'attention particulière que son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Macky Sall, accorde au secteur de la pêche et de l'économie maritime. La pêche et l'aquaculture, en effet, inscrites parmi les moteurs de croissance sectorielle de l'axe 1 du PSE, qui leur assigne un rôle central dans le renforcement de la sécurité alimentaire ainsi que la création de richesses et d'emplois. La modernisation des infrastructures de pêche va se poursuivre afin de rendre compétitifs les produits halieutiques au-delà de nos frontières. En attendant d'étraîner leurs joyaux, les populations savourent le moment. Et puis le ministre français de l'Agriculture poursuit sa visite de travail au Sénégal. Stéphane Le Foll était hier dans le Ferlo en compagnie de son homologue sénégalais. Ils se sont rendus à Pathé Badiou et à la Grande Muraille Verte. L'objectif était de s'enquérir des pratiques visant la séquestration du carbone. Les précisions de Lamine Touré. L'élevage est l'un des secteurs économiques retenus comme solution face au changement climatique à travers la séquestration du carbone. Les ministres français et sénégalais de l'agriculture ont ainsi visité un fournisseur de la laiterie du Verger à Patibado, à 16 km de Richard Toll. Dans cette ambiance très fraternelle, plusieurs points ont fait l'objet d'échanges, notamment comment faire de ces éleveurs de réels acteurs du développement local. Ensuite, le temps d'un déjeuner au cœur de la zone sylvopastorale avant de visiter les premiers arbres qui témoignent de l'effectivité de la Grande Muraille Verte. Je sais maintenant que sur le terrain en Afrique subsahélienne, qui est un enjeu colossal en termes de stockage de carbone pour lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi en termes de développement et de fertilité des sols, il y a des expériences, il y a des projets qui sont en cours et qu'il faut qu'on encourage. Si je suis venu en tant que ministre de l'Agriculture français jusqu'ici, c'est bien parce que je souhaite vraiment passer un message très fort. Quand on a lancé l'initiative 4 pour 1000, c'était il y a un peu plus d'1 an à Montpellier. C'était pour dire l'agriculture et les sols agricoles seront une partie de la solution dans la lutte contre le réchauffement climatique. Alors que souvent, on disait l'agriculture, l'élevage, c'est un problème, ça émet des gaz à effet de serre. Ben non, nous ce qu'on essaye de montrer, et ici comme ailleurs, c'est que les sols agricoles, une agriculture pensée avec des modèles de production adaptés et en même temps stockant du carbone, ça peut marcher. Dans le cadre de l'initiative 4 pour 1000 des sols pour la sécurité alimentaire et le climat lancée lors de la COP21 à Paris, la diffusion des pratiques agronomes visant la séquestration du carbone est devenue un enjeu de taille. Ici, dans la Grande Muraille Verte, elle s'explique ainsi. Ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'une partie du carbone qui est dans l'atmosphère peut être fixée par des arbres et par la photosynthèse. Après, il faut qu'on garde les arbres, parce que sinon on rejette le carbone qui est stocké, parce que ça c'est du carbone. Et on essaye aussi, avec les feuilles et tout l'humus qu'on peut trouver, de remettre du carbone dans les sols. À Ouidou Tingoli, Stéphane Le Foll a eu droit à plusieurs exposés, tous orientés vers la lutte contre les changements climatiques et l'autonomisation des populations rurales, des travaux de recherche qui montrent le lien étroit entre sécurité alimentaire et climat. Sécurité alimentaire et lutte contre le réchauffement climatique peuvent être tout à fait compatibles, sont compatibles, puisque le fait de stocker du carbone dans les sols, ça permet d'améliorer la fertilité des sols et donc la production agricole. La Grande Muraille Verte a naturellement été l'un des sites qui a le plus marqué la visite de cette délégation française au Sénégal, car ici, le volume de séquestration du carbone est énorme. Des terres de plus en plus fertiles, c'est l'ambition de l'Institut national de pédologie, INP. Cette structure qui dépend du ministère de l'Agriculture a entamé une vaste campagne de sensibilisation à cet effet. Première étape, Fatick, Pernambour.
Une agriculture durable et compétitive nécessite entre autres facteurs de production des sols fertiles. C'est dans ce cadre que l'Institut national de pédologie INP accompagne depuis sa création les producteurs à travers un paquet technologique pour avoir d'une part des sols fertiles et d'autre part de bons rendements. Ce que font les projets partenaires comme le PAPIL par exemple, qui est actuel PDRS, donc qui mettent en place des digues anti-sel ou des retenues d'eau, et donc qui sont dotés d'un système de drainage. Alors en ce moment, nous venons avec du phosphogypse que nous appliquons sur les parcelles protégées pour faciliter un peu la libération du sel. Au Sine Saloum, beaucoup d'essais avec le phosphogypse, beaucoup d'essais avec le coq d'arachide ont montré des augmentations de rendement sur les terres salées, aussi bien pour le riz, aussi bien que pour les autres céréales. À Fatick, précisément dans la vallée de Simal, l'intervention de l'INP a été d'un apport considérable. Ici, vous avez le tapis herbacé qui est très abondant. Donc ça vous dit et la régénération du couvert végétal, la régénération assistée, ça part de même. Donc là, nous avons pu, avec l'avènement de l'INP du moins, nous avons pu avoir une bonne récolte cette année, ces 2 dernières années. Grâce à l'INP, on a pu récupérer beaucoup de terres. D'ailleurs, c'est grâce à cette technologie appelée phosphogite que la culture de riz et autres céréales a été possible dans cette zone qui, selon les agriculteurs, peut devenir le grenier de toute la région de Sine. Même président bu ko waxutoon sax ñun. Nous croyons vraiment à l'autosuffisance alimentaire, surtout en riz. Si l'INP continue à nous appuyer par rapport à l'accompagnement, si nous avons des sols fertiles, nous pouvons nourrir la vallée et même toute la région du Sine, car le riz de la vallée est meilleur que le riz importé. Même buñ la ko waxul sax xam nga ni baaxul ci wergu yaram. Koñ buñ ko mënon ñuy dundé suñu ceebu cosaan mooy maanaam ceebu mbéy. L'INP, compte tenu des directives du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, la tutelle, compte travailler en parfaite synergie avec les projets et programmes pour davantage récupérer le maximum de sols cultivables à travers tout le territoire national. Début des travaux de validation de la lettre de politique sectorielle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Les réformes et autres orientations du secteur sont intégrées dans le document qui, à terme, va permettre une bonne intégration des politiques publiques, nous dit Abbas Sawa. L'enseignement supérieur, un secteur en croissance qui, de nos jours, est confronté à des défis majeurs. Pour atteindre les objectifs assignés à ce secteur, il est nécessaire d'élaborer un canevas de travail qui intègre les réformes en cours au Sénégal. C'est tout le sens de cet atelier de lancement du processus d'élaboration de la lettre de politique sectorielle et de développement. C'est l'efficience et l'efficacité qui est recherchée à travers l'instauration de la lettre de politique sectorielle. Je pense que le ministère de l'Économie et des Finances travaille beaucoup à ça et le ministre nous a exhortés à accompagner tous les départements techniques ministériels. La feuille de route laisse apparaître le schéma directeur avec l'intégration des orientations définies dans le PSE, Plan Sénégal émergent. Les nouvelles directives de l'UEMOA consacrent l'utilisation d'instruments de programmation pluriannuels pour la gestion efficace des ressources publiques, bien sûr, au profit de la population. À ces réformes s'ajoute l'adoption des objectifs de développement durable et la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, qui constitue le référentiel de la politique économique et sociale sur le moyen et le long terme. Le renforcement du capital humain est inscrit au cœur des politiques publiques. Universitaires et décideurs ont partagé sur les missions, les réformes et les enjeux du secteur en présence de partenaires techniques et financiers. Action solidaire et inclusive pour une meilleure prise en charge des droits des pupilles de la nation. C'est le thème de l'atelier de partage et d'information organisé par l'ONPN. L'Office national des pupilles de la nation veut faire connaître au public ses missions et s'ouvrir aux partenaires pour un accompagnement plus conséquent. Pape Kolingom. Ils sont au nombre de 720 garçons et filles âgés de 18 ans au plus. Ils sont presque dans toutes les régions du Sénégal. Ils, ce sont les pupilles de la nation. Je m'appelle Kouma Faïdiara, je faisais la classe de terminale, je viens d'avoir mon bac cette année. Je suis pupille de la nation. Mais en réalité, qu'est-ce qu'une pupille de la nation? Les pupilles que nous avons actuellement en charge, surtout la majorité sont issues du naufrage de bateau. Néanmoins, il y a d'autres personnes également qui actuellement sont prises en charge, le cas de Mamadou Diop.
de Bouboussi, également de Nian, de Sangalkam. Leurs enfants sont pris en charge actuellement par la structure. Depuis sa création, l'Office national des pupilles de la nation n'a cessé de multiplier et diversifier ses activités pour mieux satisfaire les besoins de ses pensionnaires. D'habitude, si on n'a pas encore atteint l'âge majeur, l'État prend soin des non-majeurs en les versant chaque année, chaque mois, 30 000 francs. Ce que nous faisons, nous les accompagnons sur le plan éducationnel. Parce que nous faisons souvent des visites à domicile, ce que nous appelons VAD. Nous les accompagnons également sur le plan médical, sur le plan éducationnel, surtout ceux qui sont à l'université. Nous les accompagnons pour qu'ils puissent obtenir des bourses, obtenir des chambres. Malgré les efforts fournis par l'État, quelques contraintes demeurent et les responsables de la structure demandent une implication de tous. Le plus grand problème que nous avons, c'est un problème de moyens. Les pupilles sont prises en charge au plan financier, au plan psychosocial, au plan de leurs études, au plan de leur santé, etc., etc. Et donc, il est temps qu'aujourd'hui, qu'on fasse appel, et Madame la ministre fait appel à de nouveaux partenaires pour que cette cible soit aussi vulnérable, soit mieux appuyée. L'Office national des pupilles de la nation, à travers le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, a réalisé un travail remarquable. Les responsables de l'ONPN souhaiteraient disposer d'un centre polyvalent, ce qui leur faciliterait le travail. Le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau mutualisent leurs efforts pour lutter contre le VIH. À travers leur conseil de lutte contre le sida, ils ont mis en place une plateforme de concertation et de coordination transfrontalière. Un plan d'action est défini. Il sera déroulé par un comité de pilotage. Moussa Mané. Le programme de couverture médico-sociale des personnes vivant avec le VIH-Sida est une stratégie complémentaire de la couverture maladie universelle. Il a été mis en œuvre par le ministère de la Santé et l'USAID à travers FHI 360 et APT Associates. Objectif, permettre aux personnes vivant avec le VIH d'avoir accès aux services de santé. Après 5 ans de mise en œuvre, l'heure est au bilan. À ce jour, on peut dire qu'il y a 1358 personnes qui sont adhérentes et 3294 personnes également qui sont bénéficiaires, sachant qu'une personne séropositive qui adhère a la possibilité de bénéficier des membres de sa famille. Ça, c'est l'aspect adhésion à la mutuelle. Nous avons d'autres résultats que sont le renforcement des capacités au niveau local pour pouvoir assurer la pérennité. C'est pour nous une stratégie extrêmement importante dans l'amélioration des conditions de santé et de vie des personnes vivant avec le VIH. Parce qu'elle participe à la mise en place d'un environnement favorable permettant une meilleure fréquentation des sites de prise en charge, mais aussi participant à une réduction du coût de la prise en charge. Cet atelier national de capitalisation a permis aux différents acteurs de partager les résultats des échanges qui ont permis de dégager quelques pistes pour la pérennisation des acquis. Nous entendons à travers différents filets sociaux qui existent au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale, et surtout au niveau de la Direction générale de l'Action sociale, voir dans quelle mesure, en tout cas, enrôler les personnes vivant avec le VIH dans les groupes dits vulnérables, en l'occurrence les considérer comme des personnes en situation de handicap. Et incidemment, faire en sorte que ces personnes vivant avec le VIH puissent être enrôlées dans la carte d'égalité des chances et bénéficier des services offerts par cette carte d'égalité des chances, à savoir l'accès à des soins, l'accès à la formation, l'accès également au transport et à différentes autres offres et prestations que les services partenaires pourraient leur offrir. Le programme de couverture médico-sociale des personnes vivant avec le VIH-Sida a été mis en œuvre dans les régions de Kaolack, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Avec ces résultats positifs, les acteurs réfléchissent sur les possibilités d'élargir ce programme dans le reste du pays. Voilà, toutes nos excuses. Il ne s'agissait pas du sujet annoncé, plutôt il s'agissait d'un atelier national sur le VIH avec Salou Sek. Nous retrouverons l'élément de Moussa Manish dans nos prochaines éditions.
Et puis l'association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne Appel organise du 10 au 13 août 2016 un atelier sur la labellisation et l'élaboration du cahier de charges. En prélude à cet événement, une conférence de presse a été organisée pour discuter des travaux relatifs au cahier de charges et au projet de code de la presse. Fatimata Banelba, compte rendu. Bientôt un cadre normatif adapté pour permettre aux sites en ligne de se démarquer les uns des autres. À travers son projet de labellisation, l'Appel veut mettre en place des outils pour que ses membres s'épanouissent et soient plus responsables. L'objectif de cette rencontre est de relever le niveau de professionnalisme de la presse en ligne en mettant non seulement en place un mécanisme de labellisation pour le contenu, la qualité du contenu, mais aussi la mise en place d'un cahier de charges auquel serait assujetti tout promoteur d'un site d'information. Sur les 200 sites au Sénégal, seuls 53 sont membres de cette association. C'est pourquoi les professionnels de la presse en ligne veulent relever le niveau de ces derniers et améliorer la qualité du contenu. Appel cherche ainsi à réunir la matière grise des acteurs des médias et du droit afin de bien cerner ces deux problématiques. Ces derniers auront pour but de concevoir un référentiel dont le respect sera obligatoire avant de bénéficier de la labellisation, de renforcer les dispositions relatives aux conditions de création et de fonctionnement d'une entreprise de presse, c'est-à-dire un cahier de charges. Cet atelier aura, entre autres objectifs, d'approfondir la charte des journalistes de la presse en ligne pour prendre en charge les exigences du moment et anticiper sur les perspectives, mais surtout d'intégrer tous nos travaux relatifs au cahier de charges et à la charte dans le projet de code de la presse qui sera validé incessamment. Mieux redorer le blason des sites internet acculés de toutes parts, venir à bout des clichés, l'Appel estime à travers cette labellisation acquérir une notoriété. Et pour cela, l'aide de l'État du Sénégal est souhaitée. Ouverture du festival du cinéma coréen à l'UCAD. Deux films à l'affiche. L'un parle de la guerre de Corée et l'autre présente une Corée moderne. Diana Badia. Frères de sang, c'est l'intitulé de ce film. Il s'agit de l'éclatement de la guerre de Corée le 25 juin 1950. Les troupes nord-coréennes ont envahi la Corée du Sud. Les combats ont ravagé la péninsule pendant 3 ans jusqu'à la signature du cessez-le-feu le 27 juillet 1953. Une histoire douloureuse que les Sud-Coréens partagent à travers le cinéma. Le cinéma est une façon idéale de présenter l'histoire et la culture de son pays. Mais il permet aussi de partager et ressentir des émotions communes, quelle que soit son origine. C'est également un moyen de transmettre un message d'harmonie, de tolérance et de paix. Aujourd'hui, je suis très heureuse aussi de faire la promotion du cinéma coréen et à travers lui de la richesse culturelle de mon pays, Corée. Lors de cette projection, vous allez découvrir une partie de l'histoire de la Corée et le mode de vie du peuple coréen. 66 ans après, les Sud-Coréens se souviennent encore et espèrent une réconciliation. Pour la deuxième projection, il s'agit d'une Corée moderne et développée. Le film s'appelle Les Braqueurs. La conférence de préfiguration du musée des civilisations noires a pris fin aujourd'hui et quelles que soient les orientations, la structure devrait contribuer à la prise de conscience des Noirs de la qualité de beaucoup de leurs civilisations. Pendant trop longtemps, certaines parties du monde ont cru avoir le monopole de la civilisation, loin de la réalité historique. Les civilisations noires avant toutes les autres, c'est une chronique signée Oumar Diawa. La Chine, partenaire grandissant de l'Afrique, lui offre un musée unique et au-delà du continent à toute la diaspora noire. Cette grande civilisation chinoise au moins n'a pas digné à cette partie du monde jusqu'à preuve du contraire sa contribution significative à l'hominisation d'abord et à l'émergence des premières civilisations ensuite. Pendant ce temps, l'Europe, avec qui pourtant nous étions très tôt en contact, s'est évertuée à nous exploiter, à nous asservir et à noircir notre passé.
dans une démarche idéologique pseudo-scientifique. Des raisonnements spécieux au fil des âges sortis d'esprits malpensants, obscurcis par une volonté sans fondement d'être le centre du monde et la mère des civilisations. Nietzsche, Hume, Gobineau, Levi-Brühl n'ont pas eu qu'une opinion positive de l'Afrique, et l'histoire récente, avec le discours alarmiste et alarmant de Sarkozy à l'université de Dakar, montre à quel point ces idées rétrogrades habitent encore l'univers de pensée de certains que l'on ne peut pas qualifier de n'importe qui. À bien des égards, Hegel se reconnaîtrait dans les propos sarkoziens énoncés dans un amphi de l'université Cheikh Anta Diop. C'est là que se trouve l'outrage à l'œuvre du grand chercheur et défenseur de l'Afrique, auteur de Civilisation ou barbarie ou de Nation nègre et culture. Le musée se dresse exactement un demi-siècle après le premier festival mondial des arts nègres. Senghor en avait émis le vœu qui est resté longtemps en veilleuse, et puisque l'histoire ne se nourrit pas de lacunes, comme on dirait en stratigraphie, ne pas mettre entre parenthèses le travail de tous ceux qui ont permis la concrétisation du projet. Le musée ne sera ni anthropologique, ni ethnographique, ni rien d'autre qui existe ailleurs, selon les termes d'un grand historien, professeur Ibader Thiam. On espère qu'il servira de pont entre hier et demain et qu'il contribuera à faire acquérir à tous l'idée que les civilisations noires ne sont pas une chimère sortie du néant. Il sera ce que nous en ferons. Les civilisations noires avant toutes les autres, une chronique de Oumar Diawa. Et puis l'actualité internationale nous conduit ce soir en Turquie, en Pologne et en France. Nous démarrons par le Mali où de nouveaux combats sont signalés au nord du pays. C'est un récit de Cheikh Traoré. De nouveaux combats ont éclaté samedi près de Kidal, au nord du Mali. Des membres de la coordination des mouvements de l'Azawad et du groupe d'autodéfense Touareg Imkhad et alliés sont encore impliqués. Les ex-rebelles de la CMA et le Gatia, coalition pro-gouvernementale, se battent pour le contrôle de Kidal. Aucun bilan n'est encore disponible. La semaine dernière, les deux camps se sont livrés de violents combats. Plusieurs dizaines de morts avaient été signalés. Recep Tayyip Erdogan veut réformer en profondeur les institutions militaires. Le chef de l'État turc a annoncé par décret ce dimanche une réforme radicale de l'armée. 1300 militaires ont encore été limogés. Le décret annonce le rattachement complet des forces aériennes, de la marine et de l'armée de terre au sein du ministère de la Défense. Les académies et lycées militaires sont remplacés par une nouvelle université nationale de la Défense. Le président Erdogan veut également transférer le contrôle des services de renseignement. Dernier jour des Journées mondiales de la jeunesse en Pologne, devant 2,5 millions de fidèles catholiques, le pape François a utilisé le langage de l'informatique pour s'adresser aux jeunes. Il leur a demandé de faire de la prière leur tchar et de l'évangile leur navigateur dans la vie. Dans son homélie, le chef de l'Église catholique a insisté sur l'espérance. Il a demandé aux jeunes de rejeter la tristesse, un virus qui infecte et bloque tout et empêche de relancer la vie, selon le pape. Il a annoncé que les prochaines Journées mondiales de la jeunesse auront lieu à Panama en 2019. Des fidèles musulmans à la messe ce dimanche en France, ils répondent à l'appel du Conseil français du culte musulman, une façon pour le CFCM de montrer que malgré l'assassinat d'un prêtre par deux djihadistes, les communautés musulmanes et catholiques sont solidaires. Le Conseil national du culte musulman a initié cette journée de concert avec les évêques de France. Retour chez nous, aider les populations à faire face à la cybercriminalité. C'est le credo des forces de sécurité et de l'association TIC Protection. Pour sensibiliser les populations sur cette question, les deux entités ont organisé une randonnée pédestre. Anaïs Nyanyamane était de la partie. Policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers et même civils ont arpenté les rues de Dakar ce week-end. Une randonnée pédestre qui a démarré à la place du souvenir pour sensibiliser les masses sur la sécurité sur Internet et le mobile. La progression fulgurante des technologies de l'information et de la communication a engendré un nouveau phénomène qui s'appelle la cybercriminalité, qui a aussi engendré l'explosion en quantité et en qualité de l'arnaque, du chantage sexuel, de la fraude et de l'usurpation d'identité. C'est dans cette perspective que l'association TIC Protection, en collaboration avec Google, a décidé de lancer une campagne nationale de sensibilisation sur les dangers du net et du mobile. La cybercriminalité, un fléau qui menace de nos jours. Avec le développement des technologies de l'information et de la communication, les forces de sécurité renforcent leurs capacités.
Depuis des années, nous avons initié dans notre programme le module de cybercriminalité pour former nos éléments pour qu'une fois dans les brigades, ils puissent bien gérer les plaintes. Cette randonnée pédestre, une occasion de sensibiliser toutes les couches sociales sur les infractions pénales susceptibles d'être commises au moyen d'un système informatique. La rubrique découverte de ce dimanche nous mène à Fatima, au Portugal, un village où la Vierge Marie est apparue à 3 jeunes bergers. Depuis, la localité est devenue un lieu de pèlerinage marial. Anaïs Nyanyamanesh nous revisite ici l'histoire de Fatima. Petite ville portugaise, Fatima est située à 130 km au nord de Lisbonne, dans le district de Santarém. 12 000 habitants pour une superficie de 72 km². Fatima est devenue célèbre en 1917 grâce aux 3 jeunes bergers, témoins à plusieurs reprises de l'apparition de la Vierge. Elle est venue demander que nous prions chaque jour le chapelet pour la paix du monde et surtout la conversion des pauvres pécheurs. La 4e apparition à nous, elle a dit il y a beaucoup d'âmes qui vont à l'enfer parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui prie et se sacrifie pour elles. Alors c'est le plus important message de notre demande. Être conscient, nous, les catholiques, que nous devons aussi prier pour ceux qui sont en danger. Fatima est le lieu de prière. Il y a plusieurs personnes qui viennent à Fatima pour prier, pour retrouver Dieu. Retour sur les apparitions. Voici la demeure de François et de Jacinthe Marteau. Ils avaient respectivement 9 et 7 ans. 2 frères d'une famille de 7 habitaient dans cette maison dans le hameau d'Aljustrel. Ces 2 bergers qui avaient vu la Vierge en 1917 sont morts 2 ans plus tard d'une infection pulmonaire. Aujourd'hui transformée en musée, la maison reçoit chaque année des milliers de pèlerins. François et Jacinthe ont été béatifiés en 2000 par le pape Jean-Paul II et les reliques de ces bergers se trouvent à Rome. Dans le même quartier, un autre musée, la demeure de Lucie. Pour Lucie, la première apparition de la Vierge coïncide avec son 10e anniversaire. Elle a vécu plus longtemps que les 2 autres, femmes de foi. Lucie décède en 2005 à l'âge de 97 ans. Sobrinha de Lucia. Minha mãe, irmã de Lucia. Irmã maior. Sœur Lucie était la petite sœur de ma mère. Minha mãe. Sou sobrinha mais velha. Elle aimait partager, parler de Dieu. Tante Lucie priait beaucoup. Sobrinha de Lucia. L'enclos derrière la maison prouve que les 3 enfants étaient des bergers. Fatima, c'est aussi sa basilique. Construite en 1931, la basilique Fatima s'étend sur 70 mètres de long et 37 mètres de large. L'olivier sur lequel est apparue la Vierge est toujours visible, un signe vivant de la foi chrétienne. Notre séjour est meublé spécialement par la prière et la visite de tous ces lieux historiques, les lieux des apparitions. À l'intérieur, le pèlerin peut se recueillir sur les tombeaux des 3 bergers pour vivre les messages de la Vierge. C'est pour venir tout près de la Vierge, accomplir ses promesses et pour demander beaucoup de choses. Moi, je pense que j'ai obtenu beaucoup de réponses aussi. Tu peux nous dire les réponses? Les miracles ne sont pas ce que nous prouvons. Il y a beaucoup de miracles qu'on ne voit pas. Je sens que je suis ici et tout ce que j'ai, c'est un don de Dieu. Ma vie, ma santé, ma famille, j'ai 7 enfants, grâce à Dieu. Et alors, tout ce que nous avons, c'est passé. Et maintenant, notre richesse, c'est parce que Notre-Dame est apparue ici. Alors, nous vivons parce que les pèlerins viennent ici. Alors, le moins que je peux faire, c'est donner témoin de ces messages et aider à que les pèlerins sortent de Fatima avec un petit peu de message de cette demande de Notre-Dame pour le salut des pauvres pécheurs et pour sa vie aussi. Grâce à son histoire, Fatima est devenue un non-lieu de pèlerinage catholique. Son sanctuaire peut contenir plus de 300 000 pèlerins. J'ai senti la présence de Dieu en ce lieu. D'abord par la multitude des nationalités qu'on y trouve. Les gens de toutes nations, de toutes races. Là, nous sommes avec les Réunionnais, nous avons vu des Espagnols, nous avons vu des Hongrois.
Une démarche de foi pour les 6 millions de pèlerins qui viennent se recueillir au pied de la Vierge chaque année. Voilà l'histoire de Fatima au Portugal, revisitée dans la rubrique Découverte qui revient dimanche prochain. Voilà, chers téléspectateurs, ainsi se referme cette édition. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Très belle soirée sur la RT100. Du carbone, les ministres français et sénégalais de l'agriculture ont ainsi visité un fournisseur de la laiterie du Verger à Patibado, à 16 km de Richard Toll. Dans cette ambiance très fraternelle, plusieurs points ont fait l'objet d'échanges, notamment comment faire de ces éleveurs de réels acteurs du développement local. Ensuite, le temps d'un déjeuner au cœur de la zone sylvopastorale avant de visiter les premiers arbres qui témoignent de l'effectivité de la Grande Muraille Verte. Je sais maintenant que sur le terrain en Afrique subsahélienne, qui est un enjeu colossal en termes de stockage de carbone pour lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi en termes de développement et de fertilité des sols, il y a des expériences, il y a des projets qui sont en cours et qu'il faut qu'on encourage. Si je suis venu en tant que ministre de l'Agriculture français jusqu'ici, c'est bien parce que je souhaite vraiment passer un message très fort. Quand on a lancé l'initiative 4 pour 1000, c'était il y a un peu plus d'1 an à Montpellier. C'était pour dire l'agriculture et les sols agricoles seront une partie de la solution dans la lutte contre le réchauffement climatique. Alors que souvent, on disait l'agriculture, l'élevage, c'est un problème, ça émet des gaz à effet de serre. Ben non, nous ce qu'on essaye de montrer, et ici comme ailleurs, c'est que les sols agricoles, une agriculture pensée avec des modèles de production adaptés et en même temps stockant du carbone, ça peut marcher. Dans le cadre de l'initiative 4 pour 1000 des sols pour la sécurité alimentaire et le climat lancée lors de la COP21 à Paris, la diffusion des pratiques agronomes visant la séquestration du carbone est devenue un enjeu de taille. Ici, dans la Grande Muraille Verte, elle s'explique ainsi. Ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'une partie du carbone qui est dans l'atmosphère peut être fixée par des arbres et par la photosynthèse. Après, il faut qu'on garde les arbres, parce que sinon on rejette le carbone qui est stocké, parce que ça c'est du carbone. Et on essaye aussi, avec les feuilles et tout l'humus qu'on peut trouver, de remettre du carbone dans les sols. À Ouidou Tingoli, Stéphane Le Foll a eu droit à plusieurs exposés, tous orientés vers la lutte contre les changements climatiques et l'autonomisation des populations rurales, des travaux de recherche qui montrent le lien étroit entre sécurité alimentaire et climat. Sécurité alimentaire et lutte contre le réchauffement climatique peuvent être tout à fait compatibles, sont compatibles, puisque le fait de stocker du carbone dans les sols, ça permet d'améliorer la fertilité des sols et donc la production agricole. La Grande Muraille Verte a naturellement été l'un des sites qui a le plus marqué la visite de cette délégation française au Sénégal, car ici, le volume de séquestration du carbone est énorme. Des terres de plus en plus fertiles, c'est l'ambition de l'Institut national de pédologie, INP. Cette structure qui dépend du ministère de l'Agriculture a entamé une vaste campagne de sensibilisation à cet effet. Première étape, Fatick, Pernambour. Une agriculture durable et compétitive nécessite entre autres facteurs de production des sols fertiles. C'est dans ce cadre que l'Institut national de pédologie, INP, accompagne depuis sa création les producteurs à travers un paquet technologique pour avoir d'une part des sols fertiles et d'autre part de bons rendements. Ce que font les projets partenaires comme le PAPIL par exemple, qui est actuel PDRS, donc qui mettent en place des digues anti-sel ou des retenues d'eau, et donc qui sont dotés d'un système de drainage. Alors en ce moment, nous venons avec du phosphogypse que nous appliquons sur les parcelles protégées pour faciliter un peu la libération du sel. Au Sine Saloum, beaucoup d'essais avec le phosphogypse, beaucoup d'essais avec le coq d'arachide ont montré des augmentations de rendement sur les terres salées, aussi bien pour le riz, aussi bien que pour les autres céréales. À Fatick, précisément dans la vallée de Simal, l'intervention de l'INP a été d'un apport considérable. Ici, vous avez le tapis herbacé qui est très abondant. Donc ça vous dit et la régénération du couvert végétal, la régénération assistée, ça part de même. Donc là, nous avons pu, avec l'avènement de l'INP du moins, nous avons pu avoir une bonne récolte cette année, ces 2 dernières années. Grâce à l'INP, on a pu récupérer beaucoup de terres
D'ailleurs, c'est grâce à cette technologie appelée phosphogite que la culture de riz et autres céréales a été possible dans cette zone qui, selon les agriculteurs, peut devenir le grenier de toute la région de Sine. Même président, nous croyons vraiment à l'autosuffisance alimentaire, surtout en riz. Si l'UNP continue à nous appuyer par rapport à l'accompagnement, si nous avons des sols fertiles, nous pouvons nourrir la vallée et même toute la région du Sine, car le riz de la vallée est meilleur que le riz importé. Même si on L'INP, compte tenu des directives du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, la tutelle, compte travailler en parfaite synergie avec les projets et programmes pour davantage récupérer le maximum de sols cultivables à travers tout le territoire national. Début des travaux de validation de la lettre de politique sectorielle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Les réformes et autres orientations du secteur sont intégrées dans le document qui, à terme, va permettre une bonne intégration des politiques publiques, nous dit Abbas Sawa. L'enseignement supérieur, un secteur en croissance qui, de nos jours, est confronté à des défis majeurs. Pour atteindre les objectifs assignés à ce secteur, il est nécessaire d'élaborer un canevas de travail qui intègre les réformes en cours au Sénégal. C'est tout le sens de cet atelier de lancement du processus d'élaboration de la lettre de politique sectorielle et de développement. C'est l'efficience et l'efficacité qui est recherchée à travers l'instauration de la lettre de politique sectorielle. Je pense que le ministère de l'Économie et des Finances travaille beaucoup à ça et le ministre nous a exhortés à accompagner tous les départements techniques ministériels. La feuille de route laisse apparaître le schéma directeur avec l'intégration des orientations définies dans le PSE, Plan Sénégal émergent. Les nouvelles directives de l'IOMA consacrent l'utilisation d'instruments de programmation pluriannuels pour la gestion efficace des ressources publiques, bien sûr, au profit de la population. À ces réformes s'ajoute Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Bargny va tenir son quai de pêche dans 6 mois. Les travaux ont été lancés hier par le ministre de la Pêche. Cet ouvrage qui va coûter 300 millions de francs CFA va booster toute l'économie de la zone. Nous irons à la découverte de Fatima, ce village portugais devenu un lieu de pèlerinage depuis les apparitions de la Vierge Marie à 3 jeunes bergers. L'histoire et les symboles de Fatima revisités dans la rubrique du jour avec Anaïs Nyanya Mané. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Le président de la République a reçu en audience dimanche le patron de Sagam International, Abderrahmane Ndiaye, a rendu compte au chef de l'État des activités de sa société qui fête ses 30 ans au mois de septembre prochain. Le rôle des privés dans la mise en place de la nouvelle société de transport aérien a aussi été abordé par l'ancien PCA de Sénégal Airlines. Voici Abderrahmane Ndiaye à sa sortie d'audience. Vous savez, Sagam emploie aujourd'hui officiellement 3600 personnes et le président de la République nous a fait l'honneur de venir célébrer avec nous les 30 ans de Sagam International qui aura lieu le 29 septembre. Et nous avons au cours de ces 30 dernières années, comme je vous le disais tout à l'heure, créé 3600 emplois. Et l'année dernière, on a fait une masse salariale de 7,5 milliards. Et Sagam, qui a commencé comme une toute petite société, aujourd'hui devenu un groupe qui rayonne à travers l'Afrique. Et donc qui envoie un message assez fort à tous les jeunes qu'on peut partir de rien et puis construire des richesses pour nos pays. Le président de la République a remercié tous les privés qui ont contribué à la mise en place de la défunte Sénégal Airlines et les a remerciés pour leur patriotisme et les efforts qu'ils ont faits. Malheureusement, comme vous le savez, donc ça n'a pas eu le succès que nous avons escompté. Il y a une nouvelle compagnie qui a été mise en place par l'État du Sénégal.
et que le moment venu, on verra quelle sera la partition des privés. Je le disais en titre, Bargny va bientôt étrenner son nouveau quai de pêche. La cérémonie de pose de première pierre s'est déroulée hier en présence du ministre de la Pêche. L'ouvrage va coûter plus de 300 millions de francs CFA et la fin des travaux est prévue dans 6 mois. Les précisions de Aïssatou François Sec. Les quais de pêche de Yoff, Soumbédioune, Fass-Boye et Gokhoumbach sont en construction. Pour l'année 2016, nos efforts porteront sur la réalisation des quais de Ngaparou, Pointe-Sarène, Potou et Bargny. Moderniser les infrastructures de pêche, une promesse du président de la République le 31 décembre 2015. Aujourd'hui, elle est en passe de se réaliser à Bargny avec la pose de la première pierre du quai de pêche, une aubaine pour les populations. Par ce geste, vous concrétisez un rêve. Par ce geste, vous inscrivez Bargny sur les rampes de l'émergence. Je dois aussi dire que 3 présidents de la République sont passés ici à Bargny. Une dizaine de ministres sont passés ici à Bargny nous promettre la construction d'un quai de pêche. Mais l'histoire retiendra que c'est son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall et Monsieur le ministre Oumar Gueye qui sont en ce moment sur le point de réaliser ce vœu. Et en tant que maire, je le vis comme un privilège. Aujourd'hui, Monsieur le ministre, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre à Bargny. La construction du quai de pêche va durer 6 mois pour un coût global de plus de 300 millions de francs CFA. L'ouvrage comprend un bloc administratif polyvalent, des abris moteurs, un débarcadère, un laboratoire de contrôle sensoriel, un parking pour les camions frigorifiques, un forage pour les eaux de nettoyage et tout ceci alimenté par système solaire. La pêche occupe le premier poste des exportations avec une production annuelle de 450 000 tonnes. Aussi, les qualités des produits, la sécurité alimentaire et les bonnes conditions de travail sont-elles nécessaires pour accéder aux marchés communautaires et internationaux? L'importance économique et sociale du secteur ainsi que son potentiel de croissance justifie l'attention particulière que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, accorde au secteur de la pêche et de l'économie maritime. La pêche et l'aquaculture, en effet, inscrites parmi les moteurs de croissance sectorielle de l'axe 1 du PSE, qui leur assigne un rôle central dans le renforcement de la sécurité alimentaire ainsi que la création de richesses et d'emplois. La modernisation des infrastructures de pêche va se poursuivre afin de rendre compétitifs les produits halieutiques au-delà de nos frontières. En attendant d'étrenner leurs joyaux, les populations savourent le moment. Et puis le ministre français de l'Agriculture poursuit sa visite de travail au Sénégal. Stéphane Le Foll était hier dans le Ferlo en compagnie de son homologue sénégalais. Ils se sont rendus à Pathé Badiou et à la Grande Muraille Verte. L'objectif était de s'enquérir des pratiques visant la séquestration du carbone. Les précisions de Lamine Touré. L'élevage est l'un des secteurs économiques retenus comme solution face au changement climatique à travers la séquestration. L'adoption des objectifs de développement durable et la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, qui constitue le référentiel de la politique économique et sociale sur le moyen et le long terme. Le renforcement du capital humain est inscrit au cœur des politiques publiques, universitaires et décideurs ont partagé sur les missions, les réformes et les enjeux du secteur en présence de partenaires techniques et financiers. Action solidaire et inclusive pour une meilleure prise en charge des droits des pupilles de la nation. C'est le thème de l'atelier de partage et d'information organisé par l'ONPN. L'Office national des pupilles de la nation veut faire connaître au public ses missions et s'ouvrir aux partenaires pour un accompagnement plus conséquent. Pape Kolingom. Ils sont au nombre de 720 garçons et filles âgés de 18 ans au plus. Ils sont presque dans toutes les régions du Sénégal.
Ils, ce sont les pupilles de la nation. Je m'appelle Kouma Faïdiara, je faisais la classe de terminale, je viens d'avoir mon bac cette année. Je suis pupille de la nation. Mais en réalité, qu'est-ce qu'une pupille de la nation? Les pupilles que nous avons actuellement en charge, surtout la majorité sont issus du naufrage du bateau. Néanmoins, il y a d'autres personnes également qui actuellement sont prises en charge, le cas de Mamadou Diop, de Bouboussi, également de Nian, de Sangalkam. Leurs enfants sont pris en charge actuellement par la structure. Depuis sa création, l'Office national des pupilles de la nation n'a cessé de multiplier et diversifier ses activités pour mieux satisfaire les besoins de ses pensionnaires. D'habitude, si on n'a pas encore atteint l'âge majeur, l'État prend soin des non-majeurs en les versant chaque année, chaque mois, 30 000 francs. Ce que nous faisons, nous les accompagnons sur le plan éducationnel. Parce que nous faisons souvent des visites à domicile, ce que nous appelons VAD. Nous les accompagnons également sur le plan médical, sur le plan éducationnel, surtout ceux qui sont à l'université. Nous les accompagnons pour qu'ils puissent obtenir des bourses, obtenir des chambres. Malgré les efforts fournis par l'État, quelques contraintes demeurent et les responsables de la structure demandent une implication de tous. Le plus grand problème que nous avons, c'est un problème de moyens. Les pupilles sont prises en charge au plan financier, au plan psychosocial, au plan de leurs études, au plan de leur santé, etc., etc. Et donc, il est temps qu'aujourd'hui, qu'on fasse appel, et Madame la ministre fait appel à de nouveaux partenaires pour que cette cible soit aussi vulnérable, soit mieux appuyée. L'Office national des pupilles de la nation, à travers le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, a réalisé un travail remarquable. Les responsables de l'ONPN souhaiteraient disposer d'un centre polyvalent, ce qui leur faciliterait le travail. Le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau mutualisent leurs efforts pour lutter contre le VIH. À travers leur conseil de lutte contre le sida, ils ont mis en place une plateforme de concertation et de coordination transfrontalière. Un plan d'action est défini. Il sera déroulé par un comité de pilotage.